Alors, je vous remercie. D'abord, je vais commencer par remercier Monsieur le député, Monsieur le ministre, Monsieur le directeur régional de la Banque de France, chères adhérentes, chers adhérents, chers amis. Vous remercier au nom des élus et des permanents du MEDEF Corse de vous être rendus disponibles aujourd'hui pour cette conférence débat. Une conférence débat qu'on a voulu thématiser sur un sujet qu'on partage tous et que l'on craint tous, c'est la fiscalité. Et on va essayer de répondre à la question si la fiscalité, si en France on vit un enfer fiscal. Donc le titre c'est la France enfer fiscal, point d'interrogation. Donc on va passer un peu de temps tout à l'heure et après avoir écouté Geoffroy à répondre à cette question. Je vais, avant de laisser la parole à Roger Antèche et puis à Geoffroy, je vais remercier les partenaires. Alors c'est la minute publicité, la page publicité, mais avec beaucoup de sincérité en tout cas. Les partenaires qui nous ont permis de vous recevoir aujourd'hui, d'organiser cette journée, c'est Franck Benedetti de la compagnie Generali, donc je remercie Franck. La SMA BTP Vie, c'est difficile à dire, ils sont tous les deux là, Olivier Revel et Olivier Guillon, que je remercie aussi. Et ensuite, on a deux conseillers en patrimoine et en gestion de patrimoine, qui sont Christine Gentili, qui est ici au deuxième rang, merci Christine, et son homologue de Bastia, Isabelle Massé. Voilà, sans eux, on n'aurait pas organisé de la même façon, peut-être avec la même efficacité ou les mêmes lieux, cette réunion, parce qu'on est un tout petit MEDEF et Geoffroy, on n'a pas beaucoup de moyens. Voilà, en tout cas, on a la volonté. Encore merci à ses partenaires. Alors, je voulais vous dire que depuis l'élection de Pierre Gattaz à la présidence du MEDEF, on a vraiment un travail, on a vraiment ressenti un travail d'équipe. Je crois qu'on peut avoir aujourd'hui la fierté de recevoir le deuxième vice-président en quelques mois. On a eu l'occasion de recevoir Patrick Bernasconi il y a quelques mois de ça. C'était de l'autre côté du Golfe. Et c'était quelque part une façon de prouver, et je crois que c'est comme ça qu'il faut qu'on le ressente, que le MEDEF a changé. Alors c'était pas moins bien avant, hein, mais le MEDEF a évolué, s'est rapproché des territoires. Et aujourd'hui, je ressens vraiment un soutien et un partage et vraiment un véritable travail d'équipe. Alors certains pourraient croire que le MEDEF, dans l'esprit de certains, et encore trop nombreux, c'est le CAC 40, mais je crois que la démonstration est faite que c'est pas ça. C'est beaucoup de chefs d'entreprise que je côtoie et qui sont souvent des entreprises de plus petite taille que la mienne, et Dieu sait que la mienne est petite. L'entreprise, voilà. Je voulais dire que Geoffroy a bien compris les préoccupations, aussi bien que Patrick Bernasconi. Et quelque part, c'est un peu une reconnaissance pour nous de vous recevoir l'un après l'autre en si peu de temps. Et c'est un peu la reconnaissance du travail que les permanents et les mandataires du MEDEF, à qui je rends hommage, parce que sans les mandataires que je remercie de s'investir à ce point, on ne serait pas grand-chose. Et je crois que c'est pour nous la reconnaissance et le fait de vraiment s'investir encore plus demain pour défendre les intérêts des entreprises en Corse. Voilà. Geoffroy, encore merci. Et tu comprends très bien que les demandes que j'ai faites pour restructurer et renforcer le MEDEF, c'est pour faire mieux que ce qu'on a fait encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, en cette période de crise qu'il faudra bien qu'on aborde, qui use nos nerfs, nos trésoreries et notre santé, pour certains. Je pense qu'on ne peut plus faire le choix de la jouer individuelle. Voilà, c'est plus possible. Je pense qu'on ne peut pas être les spectateurs du déclin de l'économie française et quelque part les spectateurs du déclin de l'économie de notre région. Je pense qu'au contraire, et le MEDEF le prouve, on doit être force de proposition. On doit montrer que les chefs d'entreprise s'investissent. Alors aujourd'hui, je sais que plein de confrères m'avaient dit qu'ils seraient là aujourd'hui. Certains ne sont pas venus. Certains ont des priorités que je peux comprendre. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie que ce n'est pas toujours les autres qui vont s'occuper de nos problèmes. Et si à un moment donné on ne prend pas la main nous-mêmes, on ne pourra pas se plaindre que les politiques ne font pas le job. Je crois que c'est à nous à les aider et à faire du poids et à représenter quelque chose en leur prouvant qu'on peut faire le job avec eux et pas contre eux. Voilà. Et
donc le MEDEF, c'est le pacte de responsabilité, devenu pacte de responsabilité et solidarité, mais c'est quand même l'idée du MEDEF. Les assises de la fiscalité, je sais que Geoffroy qui a beaucoup contribué à cette intention, à cette action, c'est aussi le MEDEF. La réforme de la formation professionnelle, c'est le MEDEF. La réforme sur l'alternance, c'est encore nous, et pas tout seul, hein, on n'est pas là pour dire qu'on a fait les choses tout seul. Mais voilà, c'est le MEDEF, force de proposition, dont je vous parlais dans l'avant-propos. Et je pense que si tous les chefs d'entreprise prennent conscience que c'est un outil interpro au service de tout le monde, on va pouvoir changer les choses. Parce que si on continue à se mettre dans une position, je répète, d'attente, après on ne pourra pas s'en plaindre. Je pense que si on est réunis aujourd'hui, c'est pour un sujet qui inquiète tout le monde, qu'on partage tous, l'enfer fiscal. L'enfer fiscal, c'est quelque chose qui nous menace, qui nous inquiète. Et je pense qu'au-delà de l'enfer fiscal, il faut qu'on voit aussi la problématique de la confiance. Je pense qu'on vit dans l'incertitude du lendemain, on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain, de quelle loi on va être la victime ou le bénéficiaire, peu importe. Mais il y a trop d'incertitudes. Et je pense qu'aujourd'hui, Geoffroy, si tu arrives au travers de ta présentation, nous faire comprendre que de toute façon, il faut qu'on ressorte de là confiant et que nous, MEDEF, notre rôle, c'est de redonner confiance et de redonner une force à la parole de l'entreprise. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit au plus haut niveau de nos responsables que la parole de l'entreprise, enfin l'entreprise doit être remise au centre du débat, si je ne me trompe pas. Il s'appelle François Hollande, si je ne me trompe pas non plus. Voilà, c'est lui qui a dit que l'entreprise doit être remise au centre du débat, et je crois que nous, si on est absent du paysage, eh bien on ne pourra pas s'en plaindre encore une fois. Voilà. Bon, je ne vais pas faire le débat avant l'heure. J'ai bien dit qu'on a besoin de lisibilité et de confiance, donc je pense que, j'espère en tout cas que les propos qu'on va échanger redonneront cette confiance. Je vais donner la parole à notre invité, à Geoffroy, mais avant à Roger Antèche. Roger, je voulais te remercier de toujours nous accompagner sur les sujets économiques, sincèrement. Je pense qu'on parle beaucoup trop en Corse de choses négatives, d'attentats, de meurtres, c'est une réalité. Mais je pense que tu nous aides toi aussi, par le biais du club de l'Écho, et pour toutes les actions que tu fais pour le monde de l'entreprise. Voilà, je voulais t'en remercier officiellement, parce que sincèrement, je pense qu'on est quelques-uns ici à piloter des locomotives qui arrivent à l'heure, et je pense que grâce à toi, on en parle un peu de temps en temps, et ça fait du bien de parler aussi de ces locomotives de temps en temps qui arrivent à l'heure. Voilà. Alors je vais te laisser présenter un peu la journée, l'après-midi, parce qu'on ne va pas y passer la journée, mais l'après-midi, et je pense qu'après, je vous demanderai tous de participer à l'échange avec Geoffroy pour alimenter le débat et sans tabou aucun. Je pense qu'on a besoin un peu de se dire des choses, d'entendre des choses et d'être très participatif dans notre relation. En tout cas, encore merci. J'espère que vous passerez un bon moment et si ce n'est pas le cas, il faudra me le dire. Merci. Je voulais faire une petite présentation de Geoffroy Roux de Bézieux. Alors, après un passage dans les commandos de marine, mais ça c'était une autre vie, mais à laquelle vous êtes attaché encore, je le crois. Vous avez passé 10 ans dans le groupe L'Oréal avec des responsabilités en France et à l'étranger, avant de créer une première entreprise, parce que vous êtes un créateur, hein, The Phone House, qui était une chaîne de magasins entièrement dédiée à la téléphonie mobile. Hein. C'était en 1996 et on commençait à prendre conscience de l'importance qu'allait occuper cet outil qui est le téléphone mobile dans notre vie quotidienne. Vous avez ensuite vendu cette entreprise à un groupe anglais, je crois, avant de créer Omea Telecom, avec à l'intérieur le premier opérateur mobile alternatif, Braze Mobile. Alors ça devrait nous parler parce que je crois qu'il doit être question d'identité et d'identitaire à travers le nom déjà. Corsica Mobile. Voilà, ça aurait pu. Hein. Et en 2006, vous avez convaincu le groupe Virgin de s'associer sur le projet en lançant Virgin Mobile. Et aujourd'hui même, donc vous êtes à la tête, président fondateur d'Omea Telecom, Virgin Mobile. 560 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1000 emplois directs ou indirects, avec, je crois aussi dans l'idée de créer un opérateur alternatif. Vous nous direz de quoi il s'agit. J'espère que c'est pas la liaison qui est alternative, comme trop souvent avec les réseaux téléphoniques en Corse. Vous avez fait partie de la commission Attali,
Je crois que c'est le plus bel exemple de proposition faite par des entrepreneurs et pas suivie par des politiques, hein. Je crois qu'il y a sur plusieurs centaines de propositions, il n'y en a que quelques-unes qui ont été mises en œuvre, et encore, vous nous direz tout à l'heure, vous avez ensuite, dans le cadre du MEDEF, occupé un certain nombre de responsabilités à l'UNEDIC, président, vice-président, avant de devenir, avec les changements de direction en juillet 2013, vice-président du MEDEF, chargé de l'économie, de la fiscalité, de l'innovation et du numérique. Voilà, la présentation était courte. Je rajouterai à votre biographie 2 ouvrages dont vous êtes l'auteur. Salaud de patron chez Hachette, Salaud de patron avec un point d'interrogation. Et pour sortir de la crise, le capitalisme aux éditions du Moment. Voilà. Alors, courte présentation. Je vais essayer de poser le débat. J'ai retrouvé donc sur la fiscalité, sur l'enfer fiscal, quelques données qui me permettent peut-être de poser le décor. 153 taxes qui frappent directement ou indirectement les entreprises en France. Pour les sociétés de taille moyenne, si l'on ajoute les impôts, les taxes, les charges sociales, un taux qui pèse pour 64,7% sur le résultat d'exploitation. C'est parmi 189 pays la deuxième contre-performance, hein, après les Italiens, tout juste après les Italiens. Et en abordant on pourrait parler des charges sociales également qui pèsent pour plus de 50%, 51,79% sur les entreprises. Et avant d'aborder le débat, je me demandais si on allait surtout parler de la dernière période, celle qui s'est ouverte avec un changement de gouvernement en 2012. Hein. Mais je me suis aperçu que finalement, les politiques avaient une grande créativité en la matière de taxes, en matière d'impôts, puisque entre 2011 et 2013, donc sous la présidence de Nicolas Sarkozy, sous celle de François Hollande, on a créé près de 84 nouveaux impôts qui ont rapporté 60 milliards d'euros de recettes supplémentaires à l'État. Et on se posera peut-être la question à un moment donné de savoir comment ils ont été employés par la suite. Alors, tout de suite, ma première question, l'enfer fiscal, c'est quoi ? Est-ce que c'est le poids des prélèvements dont on vient de parler? Est-ce que c'est l'extrême créativité des gouvernants dans ce domaine? Ou est-ce que c'est une forme d'instabilité aussi sur les politiques fiscales qui font qu'il y a très peu de visibilité, semble-t-il, pour les entrepreneurs dans leur action de tous les jours et dans le pilotage de leurs entreprises? Bon, d'abord un petit mot pour vous remercier de m'avoir invité. Passé une très bonne matinée, très intéressante, un déjeuner très sympathique et j'espère un débat fructueux. Alors, pour répondre à votre question, j'ai envie de répondre que c'est tout à la fois. Si on prend un tout petit peu de recul, et je dis ça devant d'anciens responsables politiques ou d'actuels responsables politiques, je crois qu'on collectivement, depuis 1974, et l'arrêt de la croissance des 30 Glorieuses, on a continué un modèle social redistributif très généreux en le finançant par 2 choses, la dette d'un côté, ça tout le monde le sait, et l'augmentation régulière des impôts. Giscard disait en 1974, plus de 40% de prélèvements, c'est un pays communiste. Et malheureusement, on a crevé ce plafond depuis bien longtemps. Alors c'est quoi le système fiscal français? C'est d'abord, vous l'avez dit, une énorme instabilité. Alors c'est vrai que il n'y a pas que dans le système fiscal, hein. Je lisais ce matin dans le journal que le statut des stagiaires, qui va encore changer dans quelques semaines au Parlement, a changé 6 fois depuis 2007. Donc évidemment, on a une capacité très forte, collective, encore une fois, hein, je ne suis pas là pour opposer politique et entrepreneurs, à produire de la norme et à la changer très très régulièrement. Or, qui dit changement de normes, qu'elles soient fiscales ou sociales, dit complexité, surtout dans un monde très informatisé comme le nôtre, hein, parce que chaque changement d'impôt, chaque nouvelle taxe, chaque modification de taux, c'est derrière des SS2I, des experts comptables, etc., qui sont en train de changer. Alors, vous allez me dire que ça nourrit le business des experts comptables. Je sais qu'on a d'éminents représentants dans la salle, mais enfin, je ne suis pas sûr que ce soit un but en soi. Donc, il y a une instabilité invraisemblable. La deuxième chose, mais vous l'avez dit, c'est le niveau. Hein, on est le 2e pays sur 189 en termes de prélèvements. Alors, ce qui est intéressant quand même de comprendre, c'est que la fiscalité française, elle ne se caractérise pas tellement par son taux d'impôt sur les sociétés, parce que si le taux est élevé,
donc 33% taux nominal, puis ça peut monter jusqu'à 38% avec la surtaxe. En réalité, le montant prélevé est dans les normes européennes quand on le ramène au PIB. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de niches. Et on a un système très particulier où on crée de l'impôt, et puis on se dit, ah non, on a été un peu loin, donc on crée la niche derrière. Alors, je ne parle pas de crédit d'impôt investissement, qu'il faut bien sûr défendre, mon cher Serge. Mais globalement, on a une masse d'IS qui est assez raisonnablement proportionnée par rapport au reste d'impôts. Donc la différence, quand on passe de 33 aux 60 que vous citez, ben c'est tous les autres impôts, et ce qu'on appelle dans notre jargon technique de fiscaliste, les impôts de production. C'est-à-dire des impôts qui reposent sur une autre assiette que le résultat. Et ces impôts sont excessivement pervers parce que tous les entrepreneurs qui sont dans la salle le savent, le seul critère de réussite de notre entreprise, c'est les résultats. Ça n'est pas le chiffre d'affaires, ça n'est pas l'investissement, ça n'est pas la base des salaires. Or, tous ces autres impôts, ils sont assis là-dessus. Bon exemple d'un impôt qu'on, je pense, on a réussi à faire supprimer, trop tardivement, mais qu'on va faire supprimer, c'est la C3S. C3S, c'est 0,8 ou 0 suivant les cas, sur le chiffre d'affaires. Vous faites du chiffre d'affaires, vous payez l'impôt, mais vous ne faites pas de résultat en bas, vous payez l'impôt quand même. Donc c'est vraiment l'exemple type d'un impôt extrêmement pervers qui va impacter la marge de l'entreprise, quel que soit son résultat final. Donc on a une constitution des impôts qui est très particulière. Et puis après, il y a une complexité sans nom, parce que 150... Alors on n'est même pas sûr du nombre, parce que quand vous demandez à Bercy, suivant les services auxquels on s'adresse, on a plusieurs réponses. Mais enfin, grosso modo, 150 taxes, ce sont des taxes qui coûtent cher pour l'entreprise, puisque chaque assiette est différente, chaque manière de calculer est différente, et qui coûtent cher à recouvrer. On a un certain nombre d'impôts, ce qu'on appelle les petites taxes, à peu près il y a 300 millions d'euros, qui coûtent plus cher à recouvrer que le montant qu'ils rapportent, mais que pour autant on n'a pas supprimé. Donc une complexité sans nom qui rend notre vie, votre vie de chef d'entreprise, particulièrement difficile. Vous parliez donc du caractère touffu des taxes, de ces nouveaux impôts qui se créent, qui sont parfois longs à supprimer. La C3S, la suppression finale, je crois que c'est en 2017. 2017, et c'est dans le pacte de responsabilité et de solidarité dont les politiques débattent en ce moment. Et moi, ce qui m'a surpris en abordant ce sujet, c'est effectivement qu'il y avait un temps politique, mais qui ne correspondait pas forcément au temps de l'entreprise, et qui ne correspondait pas au temps d'une entreprise dans la crise aussi. C'est-à-dire qu'il y a une grande créativité à faire de l'impôt nouveau, et pendant ce temps, il y a des entreprises qui sont confrontés à des difficultés parfois importantes qui peuvent les emporter en quelques mois. Et comment faire que ces deux temps se répondent, et que quand l'entreprise a besoin effectivement d'une politique qui peut soutenir la compétitivité en termes d'impôts aussi, parce que ça peut exister, elle est à sa disposition. Le crédit d'impôt dont vous parliez, les entreprises vont vraiment en percevoir les bénéfices. En 2014 seulement, on en parle depuis 2012, je crois. Voilà. Comment ces deux temps peuvent se retrouver? C'est un sujet très complexe, parce que le temps du politique, c'est le temps de la démocratie. Et surtout, le temps de l'impôt, si je veux dire, c'est le temps de la dépense publique. Or, il est beaucoup plus facile d'augmenter l'impôt que de baisser la dépense publique. Et je dis ça sans jugement de valeur sur les responsables politiques, parce que derrière chaque dépense publique, il y a de l'emploi, de l'investissement, des lobbies, et que donc il y a une résistance assez formidable. D'ailleurs, je reviens juste un cran en arrière. Les petites taxes dont je parlais, pour une très grande partie, échappent à Bercy. Ce sont des taxes qui sont prélevées sur les entreprises ou les ménages, en l'occurrence souvent sur les entreprises, et qui vont nourrir des agences de l'État. Là, un exemple que je peux vous donner, l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions. Jean-François Copé crée la taxe Copé, qui est sur les opérateurs Internet pour nourrir France Télévisions. Mais évidemment, le chiffre d'affaires des opérateurs Internet a explosé, la taxe Copé a explosé, et elle nourrit aussi un truc qui s'appelle le CNC, enfin un opérateur de l'État qui s'appelle le Centre National du Cinéma, qui se retrouve avec une trésorerie totalement exorbitante, plus de 700 millions d'euros, et qu'il essaye tant bien mal de planquer pour pas que l'État vienne lui réclamer cette trésorerie. Donc on a des systèmes de lobby et de défense des taxes qui sont assez puissants. Le lobby culturel étant évidemment dans ce pays plus puissant que celui des entreprises. Alors là où on commence à heurter le dur, me semble-t-il, c'est que le monde a formidablement changé. Il a changé
moi je pense positivement. Ça permet, comme on l'a vu ce matin, à des entreprises basées à Ajaccio d'avoir des clients dans le monde entier. Où hier soir j'étais au MEDEF Marseille, il y avait une chef d'entreprise qui racontait qu'elle a gagné un appel d'offres en Corée pour de la traduction de coréen à divers langages, français mais pas seulement, avec une entreprise qui est basée dans une petite ville près de Martigues. Et tout ça, c'est fait par visioconférence. Donc, le numérique permet un accès aux marchés mondiaux, mais il accélère la vitesse de rotation des marchés. Il accélère la croissance de certaines entreprises. Et évidemment, dans l'autre sens, il fait diminuer beaucoup d'entreprises. Et donc, la vitesse du monde économique s'est accélérée et celle des réformes politiques ne s'est pas accélérée. Ce qui fait que, effectivement, la prise de conscience, je pense qu'elle est, le problème de compétitivité en France, elle est relativement partagée. Il y a eu le rapport Gallois, il y a eu le discours du président de la République, mais les axes sont très 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 loin d'être à la hauteur de la vitesse à laquelle la situation de nos entreprises se dégrade. Oui, simplement, vous parliez donc de lobby très fort et celui de la culture en est un probablement qui peut agir sur la création de nouvelles taxes ou de nouveaux impôts. On a quand même vu des exemples, d'autres exemples, où on a vu des entrepreneurs faire reculer l'État sur certains projets. Je pense notamment à la taxation de l'excédent brut d'exploitation. Donc c'est quand même possible d'agir sur ce mouvement général. Alors, oui, on peut en parler un tout petit peu parce que, très modestement, je pense que le MEDEF a joué un rôle assez moteur. Avec Marie-Pascale Anthony qui est là, on s'est battu pour que cette idée folle de créer une nouvelle taxe sur un solde intermédiaire, donc l'EBE, qui n'existe nulle part ailleurs. Cette taxe n'existe nulle part ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est comme les 35 heures. Il y a un moment où il faut quand même regarder le monde et se dire, si les autres ne l'ont pas fait, il y a peut-être une bonne raison. On a réussi, entre début septembre et fin septembre de l'année dernière, à la faire reculer. Mais j'allais dire, pour une taxe qu'on fait reculer, il y en a malheureusement d'autres, comme le gardien de but de la Croatie hier soir. On finit par prendre des buts, même si l'arbitre a joué un rôle conséquent dans le cas particulier. Et donc, on a beaucoup de mal à tuer ce réflexe qui est un problème en France, une taxe. Enfin, d'ailleurs, c'est même pas ça. C'est un problème, une commission, et ensuite une taxe. Meilleur exemple qui m'a absolument sidéré, on dit on a un problème autour des smartphones, sujet que je connais un petit peu, parce que maintenant finalement les gens regardent les produits culturels, les films, les vidéos, etc. sur leur smartphone. Philippe Etty fait une commission Lescure, ils se réunissent, et c'était couru d'avance, la recommandation de la commission Lescure, une taxe sur les smartphones. Et c'est pavlovien en France. C'est pavlovien, on a un problème, au lieu de se réfléchir au modèle économique, au lieu de changer notre manière de fonctionner, poum, on crée une taxe. Alors celle-là, on a eu la peau de cette taxe aussi avant même qu'elle soit sortie, parce qu'on a réussi à anticiper, mais c'est un combat permanent et difficile, et il faut arriver à faire changer la compréhension du monde économique. La taxation à tout crin n'est plus la solution. Là, en ce moment, il y a d'ailleurs, on parle beaucoup de matraquage fiscal, de ras-le-bol fiscal, et on sent quand même la conjonction de deux mouvements qui font que peut-être on est vraiment à un seuil et on n'ira pas au-delà. D'une part, quand on regarde les préoccupations des Français, la fiscalité, l'impôt, ça vient tout de suite après le chômage désormais. Bon, pour les entreprises, on sait que c'est aujourd'hui, avec le coût du travail probablement, la préoccupation majeure de l'entreprise. Est-ce que vous pensez que là, le politique a pris conscience qu'on ne pouvait pas aller au-delà? C'est difficile de répondre pour les politiques, mais je pense qu'on est dans un moment politique où effectivement, entre les bonnets rouges d'un côté, le ras-le-bol fiscal exprimé à plusieurs reprises, il y a cette idée qu'on est allé trop loin dans les prélèvements. Le débat qui anime le Parti socialiste aujourd'hui est de nature différente. C'est est-ce qu'il faut redonner aux ménages ou redonner aux entreprises? Et là où ce débat est faussé, c'est qu'on oppose les uns aux autres. Et on dit il faut donner du pouvoir d'achat parce que on a trop pris aux ménages et on relancera par la consommation en redonnant du pouvoir d'achat. Bon. Là, on est sur un vrai débat économique, de doctrine. Alors, je vais faire un peu de provocation dans cette salle, je pense que je peux le faire, mais j'ai pondu un interview dans le Figaro qui a un peu secoué les choses la semaine dernière, je ne voudrais pas en rajouter, je le fais quand même. La politique de la demande, la politique de la relance par la consommation, ça consiste à permettre aux chômeurs d'acheter des écrans plats fabriqués à l'étranger. Alors,
évidemment c'est une provocation et un résumé caricatural, mais ça veut dire quoi? Depuis 30 ans, c'est comme ça qu'on marche. C'est-à-dire que l'argent qu'on ne créait pas par la croissance, on le prenait par l'emprunt ou par les impôts pour relever le SMIC, plus 25% sur la période, grosso modo, on va dire 35 heures 2000-2007, pour relever les minima sociaux, pour relever les salaires. Les salaires en France ont augmenté, et c'est de notre faute, chef d'entreprise, beaucoup plus vite que les gains de productivité. Mais qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que, effectivement, on a de la consommation, mais on n'a pas de production. Et on a détruit, ou du moins sérieusement endommagé l'outil de production français, confère la part de l'industrie dans le PIB, industrie et services, et on a une économie qui n'est plus compétitive dans la compétition internationale. Donc, ce n'est pas les ménages contre les entreprises contre les ménages, c'est les entreprises d'abord, pour qu'elles puissent retrouver leur marge, embaucher, parce que le meilleur pouvoir d'achat, c'est quand même d'être employé. Et on a vraiment ce combat entre la feuille de paye d'un côté et l'emploi de l'autre. Est-ce que vous pensez que c'est positionné aussi sous le bon angle le débat, en particulier autour du pacte de responsabilité et de solidarité, de dire aux entreprises, ça a été un débat qui a agité lors des déclarations de François Hollande il y a quelques mois maintenant, c'est bon, on va faire des efforts sur les entreprises, on va baisser le coût de travail, on va baisser la charge de l'impôt, mais on vous demande en contrepartie de créer, on a parlé à l'époque d'1 million d'emplois, j'ai vu qu'on était revenu à des taux un petit peu plus modestes aujourd'hui, puisque aujourd'hui on parle de 0,5% de croissance supplémentaire au terme du pacte, et de la création de 200 000 emplois. Mais est-ce que c'était poser le débat comme ça, et on peut comprendre que certains aient légitimement voulu le poser de cette manière-là, en particulier ceux qui soutiennent parfois politiquement le gouvernement, mais est-ce que c'était le bon problème à poser à ce moment-là? Les fameuses contreparties. Alors d'abord, qu'est-ce qu'il y a dans le pacte? Je crois qu'il faut commencer par là. Qu'est-ce qui reste dans le pacte? Il faut dire les choses. Aujourd'hui, de ce qu'on peut comprendre, les chiffres sont très simples. Il y a 20 milliards de CICE qui sont actés. Il y a 10 milliards d'euros bruts de baisse des cotisations familiales sur 2 ans, 2015-2016. Je dis brut parce que c'est important. Quand on vous baisse les cotisations familiales, certains d'entre vous vont baisser leur prix. Certains d'entre vous vont s'en servir pour investir. Mais certains d'entre vous vont simplement récupérer de la marge et payer de l'IS. Donc le coût net pour l'État n'est pas forcément de 10 milliards. Mais plutôt autour de 8. Et se rajoute un autre point qui n'est pas très mis en avant aujourd'hui, c'est que les cotisations familiales, les entreprises du secteur marchand les payent, mais aussi le monde associatif, mais aussi un certain nombre d'établissements publics. Ce qui veut dire qu'aux bornes des entreprises, ça n'est plus 10, c'est plutôt autour de 7. Donc il y a à peu près 27 milliards d'euros. Et puis il y a le volet fiscal. Alors, je le redis ici, le volet fiscal du pacte, c'est une supercherie. Parce que, vous voyez, on nous a dit, mais vous avez 10 milliards d'euros de baisse d'impôts. Non, ça n'est pas vrai. Il y a 1 milliard d'euros de baisse de C3S en 2015, largement compensé par la hausse de la taxe carbone, la hausse de l'écotaxe et la fiscalité locale qui, alors je ne prononce pas sur la Corse, mais qui d'une manière générale a eu tendance, pour plein de raisons, d'augmenter à peu près de 4% par an depuis 2010. Et là, pas se faire d'illusions, la baisse de la dotation de 11 milliards aux collectivités locales va se traduire par des hausses d'impôts locales, ménages ou entreprises. Ensuite, il y a un autre milliard en 2016 et enfin les 4 milliards d'euros qui arrivent en 2017. Donc aux bornes des feuilles d'impôts, s'il y avait une feuille d'impôt du chef d'entreprise, ça n'existe pas puisque c'est à travers un certain nombre de taxes, je pense que la plupart d'entre vous ne verront pas la fiscalité baisser. Ils verront le coût du travail baisser, mais pas la fiscalité. Donc, on a un pacte qui est quand même très réduit. Bon. Et comme a dit Pierre Gattaz hier soir à Marseille, un petit pacte, petit impact. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est 13 ans de ça. Pourquoi c'est 13 ans de ça? Parce que 30 milliards d'euros, c'est exactement la somme de l'augmentation de la pression sur les entreprises entre 2010 et 2013. Je dis bien 2010 et 2013. Donc ce n'est pas une question de couleur de gouvernement. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas le MEDEF qui le dit, c'est la Commission européenne dans son document d'il y a 15 jours, dans son rapport sur la France, c'est le point 11. Donc on remet un peu les compteurs à zéro. Donc il ne faut pas espérer qu'avec ça, il y ait des centaines de milliers d'emplois qui se créent. Quant à demander des contreparties écrites, chiffrées, des engagements, c'est pas comprendre comment fonctionne l'économie, un chef d'entreprise. De toute façon, le chef d'entreprise, je
pense que vous serez d'accord avec moi, il a envie d'embaucher. Le matin, quand il se lève, c'est pas pour débaucher, c'est pas pour virer des gens, c'est pas pour pas faire du chiffre d'affaires. Quand on est entrepreneur, c'est pour faire de la croissance. Hein. Sinon, on ferait un autre métier. Mais simplement, on le fait que quand il y a vraiment la commande en face, quand on se dit que ça y est, c'est reparti, et qu'on en a vraiment besoin, et quand on peut recruter. Mais si je vous entends bien, c'est donc on est en train de corriger le tir, de revenir, de faire le mouvement qui a été fait entre 2000 et 2013, le refaire entre 2014 et 2017. C'est simplement ça. Alors, est-ce que c'est le ressort psychologique qui est finalement le plus important, en se disant il y a quand même une considération pour l'entreprise et pour les entrepreneurs qui dans ce pays devient plus importante, et en tout cas le discours est en train de changer à ce niveau-là. Ça va se jouer uniquement sur ce ressort-là ? Non, pas seulement, mais la confiance est importante. L'économie de marché, c'est l'économie de la confiance. C'est-à-dire que c'est chaque micro-décision prise par chaque entrepreneur, quelle que soit sa taille, entre le type qui a un camion pizza qui décide d'acheter un nouveau camion ou le chef d'entreprise du CAC 40 qui décide d'ouvrir une nouvelle usine, c'est le même mécanisme. C'est à un moment une décision, il se dit, bon ben, ça y est, je prends le risque parce que j'anticipe, j'ai une anticipation positive. Mais pour être très concret, ces 30 milliards d'euros du pacte ne peuvent pas suffire. On ne redressera pas la France simplement avec ce pacte. Le choix qu'a eu à faire le MEDEF, qu'on a fait avec Pierre Gattaz, avec Patrick Bernasconi, c'était, est-ce qu'on se disait, non, bah, les 30 milliards d'euros, c'est très insuffisant, donc on ne rentre pas dans ces discussions, ou on se disait, bah, on rentre dans ce pacte, mais en étant lucide, exigeant, et en demandant une phase 2. Donc c'est le choix qu'on a. On n'a pas fait le choix du pire, parce qu'on n'est pas un parti politique, parce que considère que la situation de la France est trop grave pour avoir ce type de comportement, mais ça va nous empêcher d'exiger, et vous allez nous entendre dans les mois qui viennent, en disant il faut une phase 2, c'est insuffisant. La phase 2, elle pourra prendre plusieurs tournures. Le premier, c'est une nouvelle baisse des charges, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne coûtent rien et qu'on peut faire assez facilement. Le meilleur exemple que vous connaissez, c'est tout ce qui est autour de l'urbanisme. J'étais avec les gens de PPR l'autre jour. Vous savez qu'ils ont repris la Samaritaine à Paris, il y a 12 ans, pour faire un projet de 1200 emplois. Bon, 1200 emplois, mais enfin, c'est quand même pas négligeable. Ça fait 12 ans qu'on leur refuse, tous les ans, un permis de construire. Enfin, il faut un hôtel de luxe, c'est ça. C'est ça, voilà. Bon, c'est un projet, moi, j'ai pas d'action PPR, hein, mais un projet en plein Paris avec 1200 emplois. Et vous avez des gens qui ne sont pas élus, hein, qui sont des administratifs, qui n'ont aucun sens de l'intérêt général, donc des ABF, des architectes, des machins de la ville de Paris, qui, tous les ans, refusent le bâtiment, un morceau du bâtiment, pour des critères X, Y, Z. Guillaume Patrinal, qui est en charge de la simplification, là, qui a été patron d'Unibail, il me disait, moi, on ouvre un centre commercial en Chine en 6 mois. On ouvre un centre commercial en Allemagne en 3 ans, et en France, c'est 10 ans. Et le temps, c'est de l'argent, bien sûr, mais de l'emploi. Parce que tant qu'il n'a pas ouvert, les gens qui te voient y bosser, ils ne bossent pas. Ils sont au chômage, ils coûtent à la société. Donc on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de verrous à faire sauter dans tous les domaines qui pourraient permettre de libérer ce pays, de libérer les énergies, de libérer les entrepreneurs que nous sommes. D'ailleurs, avant même de parler de pacte de responsabilité et de pacte de stabilité même, on avait parlé de choc de simplification. Est-ce que c'est quelque chose que les entrepreneurs, et je pense en particulier aux entrepreneurs corses qui sont dans des petites et des moyennes structures, ont vu passer, en ont vu les effets ou pas? Ou est-ce que c'est encore un mot qui a été lâché comme ça dans la nature? Alors, il y a effectivement dans le pacte un volet simplification, et il y a une chose qui a été lancée par le président Hollande qui est plutôt pas mal, c'est ce binôme avec un député qui est maintenant secrétaire d'État, qui est Thierry Mandon, et un chef d'entreprise, parce que ça rend le truc plus opérationnel et un peu plus rapide. Ils ont donc lancé 50 ordonnances, et donc il y a 50 mesures de simplification, tout secteur, social, fiscal, législatif, qui sont en place. Mais leur problème, il est très simple, hein, c'est pas tellement le stock qu'il faut attaquer, c'est le flux. Parce que pendant que Poitrinal et Mandon simplifient, la machine continue à tourner. Et qu'est-ce que vous avez là quand vous regardez les dernières semaines? Vous avez le statut des stagiaires, vous avez la loi Hamon sur la vente des entreprises, vous avez l'énorme bombe à retardement de la pénibilité, on pourra en dire un mot, qui est un cauchemar. Toi qui es dans le bâtiment, mais il n'y a pas que le bâtiment, les transporteurs, etc. Cette idée de pénibilité est une folie, enfin la manière dont c'est mis en place est une folie. Donc la simplification, le problème, c'est d'arrêter le flux.
Le flux, il vient d'où? Alors, il vient, il faut le dire, en partie de Bruxelles. Hein, il y a quand même une machine normative très forte à Bruxelles. Mais il vient de cette folie française, très colbertiste, de dire ne faisons pas confiance aux individus, ne faisons pas confiance aux entreprises, ne faisons pas confiance aux syndicats, d'une certaine manière, normons. Tout ce qui n'est pas normé n'existe pas. Et donc, on produit de la loi, c'est tous azimuts, et donc on décide que les piscines devront avoir tel de trucs, on décide que la taille des vestiaires, etc. On décide, et donc on produit de la norme. Je discutais avec le préfet de la région Rhône-Alpes, il me disait, moi je reçois 20 000 pages par an de doctrine administrative à diffuser. C'est juste impossible pour ces services. Marie-Pascale Anthony, qui s'occupe de la fiscalité au MEDEF, reçoit plusieurs milliers de pages d'instructions fiscales à examiner. Donc cette machine, c'est cette machine qu'il faut arrêter. Chacun dans son service, croyant bien faire. Je n'accuse pas les fonctionnaires d'intention de nuire. Il y a juste cette impression de contribuer à l'intérêt général en normant dans le moindre détail. Alors on est héritier d'un État très envahissant qui je ne voudrais pas citer Napoléon à Ajaccio, parce que là je risque de m'attirer les foudres. Ça remonte quand même assez loin. Et on n'a pas su s'adapter au monde moderne. Et on n'a pas su se dire faisons confiance au contrat, faisons confiance à l'individu. Bon, c'est un peu le libéral qui parle quand même. Tu confirmes que les Anglais ont pris le parti de, quand ils créent une norme, d'en supprimer deux? Alors les Anglais ont mis un truc, ils ont toujours un pragmatisme formidable. Ils ont mis un truc qui s'appelle le Red Tape Office. Red tape en anglais, c'est la bureaucratie. C'est le nom un peu argotique pour la bureaucratie qui vous empêche d'entreprendre et qui est une autorité interministérielle, mais qui a autorité sur les ministres et qui est partie du principe, à chaque fois qu'il y a une nouvelle réglementation, il y en a deux qui sortent. Alors là où c'est un peu piégeux, c'est pas forcément la même importance. Mais c'est ça qu'il faut qu'on arrive à ancrer. Donc c'est un combat de longue haleine. Où les parlementaires ont un rôle très important à jouer, Monsieur le Président. Vous leur demandez de ne plus légiférer, donc. Je vais faire un peu de provocation, mais c'est aussi pour animer le débat. C'est vrai que nous, quand on demande, on voit des parlementaires, on dit, qu'est-ce que vous voulez? On leur dit, surtout rien. Surtout rien. Arrêtez-vous pendant 6 mois. Oubliez-nous. Laissez-nous faire. On se porterait très bien. Pas de nouvelle loi sur les entreprises. Quand je vois que la charmante Najat Vallaud-Belkacem, qui vient d'arriver au ministère de la Jeunesse et des Sports, le premier truc qu'elle pond, on est en plein discussion sur le PAC, les entreprises sont à bout de souffle, les trésoreries sont exsangues. Enfin, il n'y a jamais eu autant de défense d'entreprise, et elle nous annonce benoîtement le congé bénévolat pour que nos salariés, qui travaillent déjà énormément, puisqu'on est le pays d'Europe où on travaille le plus, puissent partir 15 jours, faire un congé dans l'association. L'intention est formidable, on a tous envie d'aider les associations, mais pas ça, pas maintenant. C'est juste pas possible. C'est ne pas comprendre ce qui se passe dans ce pays. En regardant le dossier également, sur l'effet de la fiscalité sur le tissu des entreprises en France. Bon, on abordera la Corse peut-être tout à l'heure, parce qu'il peut y être des actions spécifiques à entreprendre. D'ailleurs, sont-elles justifiées ou non, on le verra plus loin. Mais sur, par exemple, la faiblesse des effectifs des entreprises de taille moyenne en France. On est très en deçà de ce que est pratiqué en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Il y a dans ces entreprises-là qui font entre 50 millions d'euros et 1,5 milliard de chiffre d'affaires et qui ont un effectif de 200 à 500 salariés, on est un pays qui, après être devenu un pays sous-industrialisé, devient un sous-doté dans ce type d'entreprise-là. Donc sur cette partie-là, la fiscalité a un poids particulier et un effet particulier. Et un deuxième point qui paraissait important aussi, c'était, et qui peut être prégnant sur le territoire de la Corse aussi, sur la transmission des entreprises familiales. Là aussi, c'est deux domaines sur lesquels trop de fiscalité peut tuer l'activité. J'étais la semaine dernière avec Arnaud Montebourg, et on voyait avec Pierre Gattaz, et donc il nous a entamé le grand champ du Made in France. Vous connaissez donc le patriotisme économique d'Arnaud Montebourg. Je lui ai dit, mais si vous voulez des entreprises françaises implantées sur le territoire, il faut que vous ayez des ETI. Or, les ETI, c'est du capitalisme entrepreneurial et familial. Parce que, passé un certain stade, il faut le dire, et c'est pas du tout une critique, mais les entreprises deviennent apatrides. Et finalement, le seul sujet qui reste, c'est le centre de décision ou de recherche. Or, comment est-ce qu'on fait pour avoir du capitalisme patrimonial, qui en général, d'ailleurs, toutes les études le prouvent, traite mieux ses salariés
parce qu'il a une vision plus long terme et se comporte mieux, entre guillemets, socialement, ben, il faut des capitalistes. Or, on a une législation fiscale, là on parle de fiscalité sur les entrepreneurs, une fiscalité sur les personnes, qui est terrifiante, sur les plus-values, sur les dividendes, et bien sûr l'impôt ISF est le plus grand tueur de PME qu'on peut imaginer. Parce que quand on a une ISF qui monte à 2% sur un capital qui ne rapporte rien, vous avez deux solutions. Soit vous trayez au sens traire la vache, la boîte, pour payer des dividendes au-delà de 2%, pour payer l'impôt, et donc vous sous-investissez, et donc à un moment, vous ne développez pas l'entreprise, voire vous la condamnez à fermer, ou bien vous êtes dans une logique où vous vendez et vous partez, parfois vous installez sous d'autres cieux. Donc on a une fiscalité personnelle qui est anti-entrepreneuriale. Vous ajoutez à ça, depuis là aussi une dizaine d'années, un harcèlement fiscal absolument terrifiant, qui s'explique très simplement parce que il y a 10 ans, il n'y avait pas dans le budget, alors je ne sais pas exactement quand ça a été fait, mais les recettes des contrôles fiscaux étaient mis en exceptionnel et pas en recettes budgétaires. Et puis petit à petit, elles sont rentrées en recettes budgétaires. Donc c'est comme un commercial à qui vous donnez un objectif. Cette année, c'est 2 milliards d'euros. Ça a forcément poussé les contrôleurs fiscaux à durcir leur contrôle. Et sur un certain nombre de sujets, même si je dis que tout était normé tout à l'heure, il y a une zone grise de législation. Donc, donner un exemple très simple, est-ce qu'une société familiale peut être contrôlée par plusieurs branches? L'administration maintenant répond non. Elle dit seulement la branche majoritaire ou par plusieurs entrepreneurs. Il ne peut y avoir qu'un entrepreneur, les autres, c'est l'ISF. Il ne peut y avoir qu'une famille, enfin qu'une branche, les autres, c'est l'ISF. Donc là, on voit bien que c'est des machines à détruire. Et plus grave, hein, j'en parlais avec le président Roccassera tout à l'heure, les contrôleurs fiscaux sont en train de se substituer au législateur, puisque l'intention du législateur, sans on a essayé de deviner ce qui a été fait, c'était bien de protéger, à travers ce dispositif de la holding animatrice, les entreprises familiales. Et le contrôleur fiscal se substitue au fond au législateur en créant une jurisprudence contrôle après contrôle. Donc on a un vrai problème de ce côté-là. Alors il y a un autre serpent de mer qu'on agite. Vous me parlerez peut-être des assises de la fiscalité aussi, parce que ça devait être un grand chantier ouvert par le gouvernement Hérault, la remise à plat, mais on ne la voit pas tellement venir. Il y a cet aspect-là. Et deuxième aspect, l'harmonisation des régimes fiscaux à travers l'Europe. Et après, je poserai une question sur le territoire qui va... Les assises ont fait flop. On y a beaucoup travaillé, beaucoup participé. La seule chose qu'on en a tiré, c'est le groupe de travail numéro 4 qui était sur les relations entre le contribuable, entreprise, et l'administration, où là, il y a un certain nombre de chantiers qui ont été lancés justement pour essayer de stopper ce harcèlement fiscal. On a obtenu, comme mesure concrète, pour vous donner un exemple, que dans chaque région, il y a maintenant, alors je ne sais pas si ça a été fait en Corse, mais une chambre d'arbitrage pour le crédit d'impôt recherche. C'est que le crédit d'impôt recherche est très souvent assorti d'un contrôle fiscal, que c'est un sujet très compliqué, puisqu'on demande à un contrôleur fiscal d'apprécier si oui ou non... Le dossier fait progresser la recherche. Donc c'est une appréciation forcément en partie subjective. Et donc elle donne lieu à un contentieux. Et comme c'est l'administration fiscale qui juge le contentieux, c'est assez rare qu'on gagne. Enfin, pas au Conseil d'État, mais en premier recours. Et donc là, il y a une chambre qui serait mise, une espèce de chambre de contentieux amiable qui serait mise en place, qui est une bonne chose. Mais globalement, ça a fait... Pourquoi? Parce que pour réformer la fiscalité, on ne peut le faire qu'en baissant les impôts. Toute tentative, c'est le cas de l'EBE, qui consisterait à déplacer l'impôt de A sur B, va forcément se heurter. Les perdants, on va les entendre, et les gagnants, on ne va pas les entendre. Pour baisser les impôts, il faut baisser les dépenses. Et il y a un effort qui est fait, hein, il faut le dire, il y a un effort qui est fait, significatif, mais qui ne permet pas d'aller plus loin dans la baisse de fiscalité aujourd'hui, dans la trajectoire budgétaire qui est la nôtre. Alors, sur l'harmonisation, nous, on a une position un peu paradoxale là-dessus, parce que tout le monde dit, souvent d'ailleurs politique, UMP-PS disent il faut avoir le même taux d'IS. Mais nous, on ne se bat pas sur l'IS en premier, parce que le taux, il ne faut pas se tromper, ce qui compte, c'est le taux, l'assiette, moins les niches. C'est-à-dire la réalité de l'IS. Et encore une fois, la réalité de l'IS en France, pas très éloignée de celui de l'Allemagne. Donc c'est tous les autres impôts qu'on veut supprimer. C'est-à-dire ce que j'expliquais au début, les impôts de production qui n'existent pas dans d'autres pays et qui nous mettent
en défaveur, enfin oui, en défaveur, on est incompétitif ou en mauvaise compétitivité vis-à-vis de nos concurrents. Si on prend, avant une autre question, si on prend un territoire comme la Corse, donc avec le tissu d'entreprise qu'on connaît, des petites, voire très petites, Serge nous dira tout à l'heure la taille moyenne de ses adhérents au MEDEF, mais je pense que c'est moins de 10 employés probablement. Voilà. Est-ce qu'un territoire comme celui-là peut prétendre, et ça va à l'encontre de l'harmonisation européenne dont on parlait tout à l'heure, peut prétendre à des dispositifs ou à des dispositions particulières? On en a eu, et le député Rocazer en a défendu quelques-unes. Hein. Est-ce qu'on peut prétendre à des dispositions particulières en matière fiscale? Si je réponds non, vous ne me laissez pas reprendre l'avion? C'est eux. Hein. Non. D'abord, je pense que l'essentiel est quand même de faire baisser les impôts pour tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que les entreprises corses, comme les autres, elles souffrent du même code de travail, des mêmes 147 taxes, et c'est d'abord le problème numéro 1. Ensuite, il me semble, moi j'étais très impressionné, encore une fois, parce que j'ai vu ce matin que vous avez la possibilité... Enfin, la numérisation de l'économie et la mondialisation des échanges offrent en fait, paradoxalement, une opportunité énorme, puisque je ne sais plus qui expliquait ça, c'était toi Serge, n'ayant jamais été industrialisé, non c'est vous, Président, tout à l'heure, finalement vous ne perdez pas aux délocalisations qui se produisent, et par contre, comme avec le numérique on peut conquérir le monde entier, il y a probablement de quoi développer des ETI en Corse, comme dans tous les territoires d'ailleurs, en France ou dans le monde. C'est-à-dire que maintenant, on peut faire du business avec Bombay ou avec Séoul en étant basé dans la Creuse, dans la Lozère ou en Corse, parce qu'il n'y a plus de frontières de ce point de vue-là, et l'Internet change tout. Alors après qu'il y ait de manière temporaire des incitations, en particulier sur l'investissement, parce que ce que j'ai bien compris, le crédit... qui existe un crédit investissement, ça me paraît intelligent, surtout dans un territoire où il y a beaucoup de TPE, mais on a, alors c'est même pas un problème de TI, c'est plutôt un problème de PME en fait, hein, c'est TPE à PME plutôt que PME à ETI. Et là on revient sur des politiques publiques, donc sur des réformes territoriales dont on parle beaucoup aujourd'hui, et notamment sur à qui doit revenir l'animation économique d'un territoire. Bon, aujourd'hui, on semble dire que c'est plutôt vers les régions ou vers les collectivités territoriales. Ça vous paraît être un levier important, par exemple en Corse, et José Ross y avait défendu dans une émission que j'animais le sujet. Aujourd'hui, on a peut-être moins besoin de dépenser des centaines de millions d'euros dans des sujets comme la continuité des transports, au moins comme on le fait aujourd'hui. Mais en revanche, dans le lancement de plans de développement et de recherche, parce que pour faire du numérique, pour pouvoir travailler sur le numérique, il faut avoir les réseaux, il faut avoir des emplois très qualifiés, des start-up qui se créent sur le territoire, qui peuvent agir sur ces domaines-là. Mais tout ça aussi, ça part d'une volonté publique de le faire. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est plus dans les territoires que ça doit se décider qu'à un niveau central? Je vais d'abord vous faire une réponse un peu philosophique, doctrinaire. Hein. L'animation économique, c'est les entrepreneurs qui la font. C'est-à-dire, au fond, une autre réponse à faire, c'est quel rôle d'un État moderne dans la croissance. Moi, je crois que fondamentalement, c'est de fournir les infrastructures au sens large qui rendent le pays compétitif. Les infrastructures, c'est quoi? Ça va des transports, évidemment, de l'éducation, passant par le haut débit. Mais je ne crois pas je ne crois plus que ça soit le rôle dans une économie qui va à toute vitesse et qui est mondialisée de l'État de faire des grands plans. Le plan calcul, le plan Concorde, le commissariat général au plan, pour aller un peu plus loin dans la provocation, c'est effectivement une économie du XXe siècle, c'est pompidolien, c'est le côté chez Montebourg qui me paraît totalement dépassé. Donc si on prend l'exemple de la Corse, il faut effectivement qu'il y ait du haut débit partout, il faut qu'on puisse aller et sortir de Corse très facilement pour aller dans le monde entier. Il faut que l'université de Corté produise suffisamment de programmeurs informatiques pour que le monsieur qu'on a vu ce matin puisse recruter, je sais plus, il s'appelait Sébastien, Sébastien puisse recruter assez de développeurs. Il faut que ça soit facile de se garer, d'aller. C'est ce type de choses-là que doit faire un État moderne. Et c'est vrai ici comme partout ailleurs. Pour juste rebondir sur le sujet, sans vouloir critiquer les politiques, je pense que moi, le constat que je fais depuis 4 ans à cette petite responsabilité du MEDEF, c'est que je pense que les chefs d'entreprise en Corse, ils ne croient pas assez en eux et ils attendent toujours trop du politique. Je pense que
J'ai une petite déception aujourd'hui de voir que malheureusement beaucoup m'avaient dit je viens, je prends du temps et je viens. Mais on n'a pas conscience de notre force, de nos possibilités et de ce qu'on peut représenter pour contrecarrer un peu des décisions qui se prennent ici ou là. Alors on ne va pas se substituer aux politiques, ce n'est pas du tout l'ambition de notre mouvement de faire de la politique. Mais je pense que quelque part les entrepreneurs s'isolent trop dans un comportement individuel et cultivent un peu ces individualités qui sont des réussites par ailleurs, mais collectivement on n'est pas assez fort. Voilà, je pense que peut-être pas forcément plus en Corse qu'ailleurs, mais je pense qu'il faut qu'on se rende à l'évidence qu'il faut qu'on arrête de penser que c'est les politiques qui vont nous ramener des solutions, alors que c'est nous qui la détenons la solution, c'est nous qui créons la richesse, c'est nous qui créons l'emploi, et il faut qu'on soit capable de mettre sur la table le poids de ce qu'on représente. On ne peut plus continuer à admettre qu'il y ait des projets industriels de création d'emplois. Je ne vais pas citer son nom parce que je ne suis pas là pour citer un nom plus qu'un autre. Il y a des projets qui sont structurants, qui développent l'emploi, qui font la démonstration que c'est un bien écologique, social, sociétal, et on nous met des bâtons dans les roues et personne dans le monde politique ne tapera du poing sur la table pour défendre tel ou tel projet. Là, aujourd'hui, il faut qu'on dise que c'est insupportable. Mais il ne faut pas qu'on le dise individuellement. Ce n'est pas moi, Serge, qui vais le dire tout seul. On a besoin d'être tous sur la même barque. On a besoin d'arrêter de se regarder en chien de faïence les uns les autres. Et on a besoin de construire un contrepoids économique. Et tu l'as dit, ça me fait plaisir, parce que des fois, je me dis, tu perds la tête. Ça t'est monté à la tête, la présidente du MEDEF, peut-être que tu es plus lucide. Non, je pense que tout simplement, on a besoin d'être collectivement beaucoup plus fort et beaucoup plus représentatif de la force qu'on représente. Dans ma question, il y en avait une autre, c'est que dans le plan, il y a un arbitrage à rendre entre la fiscalité qui pèse sur les entreprises et sur les ménages, qui est un débat politique qui a lieu en ce moment. Mais il y a aussi une autre question à trancher, c'est que fait l'État, que font les collectivités pour réduire leur train de vie, peut-être pour passer moins de leur dotation dans le fonctionnement et plus dans l'investissement aussi. C'est quelque chose qui est quand même fortement connecté à ce qu'on est en train de vivre. Vous avez dit tout à l'heure 10 milliards de moins d'euros pour les collectivités, c'est du travail en moins pour les entreprises sur tous les territoires et en Corse y compris. Non, bien sûr que la baisse des dépenses publiques, pour certains secteurs, bon, BTP, enfin les TP d'ailleurs, on a un exemple évident, mais d'autres, a un impact court terme qui peut être un peu récessif sur les entreprises, sur le tissu local. Mais il faut en passer par là. Regardez, tout autour de nous, l'ensemble des pays qui étaient en crise est en train d'en sortir. Je parle de l'Europe, je ne parle pas loin. Et ils ont tous fait un effort phénoménal. C'est d'ailleurs pour ça que quand le ministre des Finances français va à Bruxelles demander un délai pour réduire le déficit, il se fait envoyer sur les roses. Parce que les Espagnols ont baissé le salaire de leurs fonctionnaires de 10%. Ils ont fait un changement de modèle social en agissant sur les salaires. Ils ont fait en faisant des économies partout. Les Anglais ont mis... Les Anglais, c'est quand même très intéressant. Ils ont viré, enfin je dis des choses un peu brutalement, 520 000 fonctionnaires. Et le chômage a baissé. Et pas baissé un petit peu, hein, il a baissé drastiquement. Ils annoncent moins de 7%, 6,6% la semaine dernière. Donc, à un moment, il faut que collectivement, on accepte de faire les efforts nécessaires. C'est pour ça que le sujet des intermittents, je fais un peu de politique, est très important. Parce que ce n'est pas les 100 millions d'euros d'économies sur les intermittents, c'est est-ce que tout le monde fait des efforts ou pas. Hein, on réforme la convention d'assurance chômage, on demande aux cadres de faire un effort, on demande aux intérimaires de faire un effort, on demande à tous les salariés de faire un effort, et les seuls qui s'exemptent pas, enfin qui veulent s'exempter justement et qui veulent pas faire un effort, c'est les intermittents. C'est juste pas acceptable. Et ça, c'est comme ça que la France a fonctionné, à coup de lobby et de défense des intérêts particuliers. Il faut que ce coup-ci, ça passe. On est dans un printemps qui va bientôt devenir un été, mais qui socialement est chargé malgré tout. En Corse, on a quelques conflits dans des entreprises publiques ou issues du public, je pense à la Poste ou autre. On voit en ce moment ce qui se passe à la SNCF. Moi, je ne suis pas tout à fait sûr que de ce point de vue-là, les esprits aient changé, en particulier parmi ces syndicats-là et dans l'acceptation de la réforme. Qu'il y ait des lobbies extrêmement puissants un peu partout qui résistent, c'est une évidence, comme dans toute réforme. Ce que j'espère... Parler de la SNCF et des intermittents, on a deux caps à franchir. Hein. J'espère que le gouvernement tiendra parce que symboliquement, c'est très important de montrer qu'on est capable de réformer et de résister à ces lobbies. Sinon, on ne changera plus rien dans ce pays. Donc oui, qu'il y ait des gens jusqu'au boutiste. Mais hier soir, vous voyez, à la télévision, je voyais le secrétaire de l'UNSA SNCF, qui n'est pas le syndicat majoritaire, mais qui tenait un discours très différent
mais vraiment très différent de ce qu'on entend par ailleurs, CGT et Sud. Donc il y a des esprits qui évoluent un peu partout.